Autre chiffre, autre étude, ça faisait 8 ans que la Fédération nationale n'avait pas lancé une étude comme ça d'ampleur. Et vous avez été désigné pour vous en occuper. Alors vous êtes sociologue au départ, c'est ça. Vous aviez déjà participé à la première étude sur l'économie de la chasse. Et là, c'est une étude plus sur la chasse aujourd'hui et la chasse demain. Exactement. Donc effectivement, je suis docteur en sociologie. J'avais participé à l'étude sur l'évaluation des services environnementaux sous l'angle de la notion de service écosystémique rendu par la nature aux chasseurs et le rôle des chasseurs dans ces échanges de services entre la nature et l'homme, qui avait été validé d'ailleurs par le comité scientifique de l'EFES, un comité interministériel, comme l'une des premières études mettant en valeur les interactions et notamment le rôle des chasseurs au milieu de ces interactions entre la nature et les autres usagers de la nature, et qui avait été même publié dans le cadre de l'EFES comme un premier travail validant le cadre européen scientifique d'évaluation. En fait, c'est une nouvelle lecture, j'y pense par rapport à votre sujet. La notion de service écosystémique, c'est vraiment un changement de regard porté sur les interactions entre l'homme et la nature. Dans une vision, entre guillemets, d'empreinte écologique stricte, on a un regard comme si l'homme ne faisait que souiller la nature, ne faisait que l'abîmer, comme s'il était en dehors d'une chaîne alimentaire. Alors que, et que pour protéger la nature, l'homme devait justement arrêter de faire des choses et qu'on devait laisser la nature dans des réserves. Exactement. Ça, c'est l'ancien regard en fait porté sur les interactions entre l'homme et la nature. Et justement, dans le cadre européen, décliné aussi en France au niveau scientifique, sur la manière de mieux considérer les interactions entre l'homme et le vivant, en fait, c'est cette notion de service écosystémique que la FNC avait donc sollicité auprès du cabinet BIP dont j'étais associée à l'époque, de faire une étude importante, complexe. Alors c'est le lien avec cette étude de cette année. Elle était en revanche très sophistiquée du point de vue méthodologique et trop sophistiquée pour être appropriable. Alors voilà, quand on est très rigoureuse, je suis docteur en sociologie, donc on avait fait quelque chose vraiment, je dirais, au cordeau pour pouvoir être reconnu, que cette activité, les interactions de la chasse avec la nature soient reconnues dans leur significativité. Aujourd'hui, le projet il était un petit peu différent. C'était effectivement mettre à jour les chiffres à la fois économiques de l'étude de 2015 faite sur les chiffres 2014, et puis aussi effectivement pouvoir mieux restituer l'ensemble des rôles de la chasse que la chasse apporte à la société, en fait, avec un regard sociologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un regard sociologique? C'est un regard qui s'arrête sur les faits, qui reste indépendant. Et je suis dans une veine sociologique qui est celle de la sociologie compréhensive. C'est-à-dire que mon métier, je ne suis pas chasseur, mais par contre, c'est essayer de rentrer dans la compréhension qu'ont les acteurs de leur activité pour pouvoir la faire comprendre. Et mon deuxième métier, c'est d'être consultant et d'accompagner les transitions de filière, de faire la prospective des territoires, c'est-à-dire préparer l'avenir des territoires. C'est d'accompagner justement les uns et les autres dans cette compréhension de la réalité des expériences sociales, économiques, etc., pour qu'on puisse mieux la faire, mieux avancer ensemble, en fait. Ça va un peu quand même dans le discours de Willy Schran, donc président de la FNC depuis 2-3 ans, qui dit en fait, si la chasse aujourd'hui est critiquée, c'est qu'elle n'est pas assez bien expliquée auprès du grand public et comprise. Donc là, vous aviez un jeu de questions large qui a été proposé entre février et juin cette année aux chasseurs. Ils ont massivement répondu. Vous aviez été très surprise par l'ensemble des réponses. Effectivement, donc voilà, j'aime les questions complexes. Souvent, je suis sollicitée pour cela, mais il faut les restituer de façon aussi complexe. En fait, on ne peut pas être binaire, on ne peut pas... voilà. Et donc, pour pouvoir bien restituer une réalité, il faut l'aborder avec un faisceau d'indications. C'est ce faisceau qui va être significatif. Ce n'est pas la réponse à une seule question qui peut permettre de décoder les... Oui, il y a des questions croisées qui vous permettent de proposer des analyses. C'est la raison pour laquelle, et vraiment, je remercie tous les chasseurs, les sociétés de chasse, les fédérations, les chasses commerciales et les acteurs de la sphère marchande qui ont répondu. Parce que très honnêtement, il fallait à peu près 45 minutes c'était long, au bout de ce questionnaire approfondi tous les 10 ans. Donc ça me mérite quand même. Et donc nous avons eu 160 000 participants à cette... Ce qui est énorme quand même pour ce genre d'études. Vous attendiez à autant de réponses ou pas? Alors, il y avait eu déjà un bon taux de réponse. À titre personnel, oui, je m'y attendais parce qu'il y a 8 ans, on avait déjà eu 54 000 réponses. Mais là, c'est... Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les chasseurs ont compris que notre société est aussi devenue une société de la parole, voire une guerre médiatique. Voilà, ça fait partie des outils de la guerre aujourd'hui, l'information, la guerre de l'information, on le voit tous les jours actuellement sur plusieurs théâtres
dans le monde. Et donc, je pense qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait peut-être qu'ils parlent davantage. Et donc, c'est la raison, je pense, d'une mobilisation supérieure. La FNC aussi communique pour dire aux chasseurs qu'ils ont aussi une responsabilité dans cette communication, dans leurs actes, évidemment, dans le respect d'un certain nombre de mesures de sécurité, comme cela a été rappelé, mais aussi pour expliquer leurs pratiques et les raisons pour lesquelles ils y tiennent, comment ils la vivent. Et s'ils restent muets, le silence n'est pas toujours d'or quand d'autres parlent pour vous. Et quand d'autres parlent pour vous, il vaut mieux que vous preniez la parole pour expliquer. Donc 160 000 réponses, 97 000 réponses exploitables jusqu'au bout, c'est-à-dire questionnaire complet, 85 000, donc 140 000 chasseurs ont participé à l'enquête, 85 000 sont allés jusqu'au bout de ce questionnaire, et ça donne un matériau pour la société. C'est énorme. Ouais. Mais alors absolument exceptionnel, j'ai peur qu'un certain nombre de chercheurs me jalousent par rapport à ce matériau. Il est hyper intéressant parce qu'il est hyper représentatif. On a alors c'est parfois jusqu'à 3 ou 4 000 chasseurs de la fédération, donc quasiment du département, hormis la FICIF qui est en interdépartemental. Mais, donc je vais partir plutôt de département dans la suite. Mais on a au moins 450 chasseurs par département qui nous ont répondu de toutes les tranches d'âge. Ce qui ressort, effectivement, une progression douce, parce qu'en fait, on ne peut pas changer 1 million de chasseurs rapidement, puisque ces chasseurs, en fait, sont des passionnés qui sont souvent chasseurs jusqu'à la fin de leur vie. Donc, quand ils ont été, on a des effets, ce qu'on appelle en sociologie des effets de stock. Non, mais l'effet, il y a plus de femmes qui passent leur permis. Il y a plus de femmes donc, forcément, il y a plus de femmes qui valident leur permis de chasse. Donc, ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc, en 8 ans, on est passé de 2% à peine de femmes chasseurs à 3,3%, quoi. À 3,3%. Donc, on a 31 000 femmes résidant en France, parce que là, l'étude porte sur les chasseurs résidant en France. Ça, c'est le premier point. Évidemment, on y a une évolution démographique néanmoins. Les chasseurs n'échappent pas au papy-boom. Donc, on a quand même, pour partie, un vieillissement, je dirais, des chasseurs. Mais, et c'est là le deuxième enseignement, en revanche, on constate démographiquement très clairement un regain d'intérêt, et notamment parmi les moins de 25 ans, qui sont, alors qu'il y a globalement une attrition, une baisse du nombre de chasseurs, pas très forte encore, elle risque de s'accélérer avec l'effet papy-boom. Hein. C'est pour ça que là, on est vraiment, je pense, pour les chasseurs, je dirais en retrait, en regard citoyen, on est un peu à la croisée des chemins. Oui, c'est ça. On le verra dans l'étude, parce qu'en fait, la chasse, elle correspond extrêmement bien aux attentes sociales, et en même temps, il va falloir renouveler, si nous souhaitons, nous, Français, obtenir les mêmes bénéfices demain que ce que rend la chasse gratuitement aujourd'hui, eh bien, il va nous falloir des chasseurs. Avec toujours un ancrage très fort dans le monde rural, hein, d'où peut-être la liste rurale. On présente souvent la chasse aujourd'hui dans les médias parce qu'effectivement il y a un regain auprès de volonté, en tout cas une connexion à la nature, on va en reparler tout à l'heure, un intérêt pour la chasse auprès des urbains, des jeunes et tout ça. Mais en fait, dans les chiffres, on a quand même un tropisme très fort, une connexion très forte dans le monde rural. Tout à fait. Donc, et aussi au niveau aussi des catégories socio-professionnelles, on a souvent tendance aussi à présenter la chasse comme auprès des CSP+, et tout, et en fait, ce n'est pas forcément vrai. Non, ça, ce n'est pas le cas, effectivement. Donc, tant mieux d'ailleurs, tant mieux, ça reste rural, populaire, la chasse attractif. Reste rurale, populaire. Alors, et je dirais, elle reste rurale ou elle reste inter-catégorie socio-professionnelle, avec un ancrage très rural. C'est ça, en fait, ce qui est impressionnant dans la chasse, c'est qu'elle n'est pas uniforme, elle est traversée par l'ensemble de la diversité de notre société, donc diversité d'âge, très intergénérationnelle, on le voit notamment dans la pratique de la chasse, hein, c'est impressionnant. Et effectivement, donc, en termes de ruralité, on a 77% des chasseurs qui ont soit leur résidence principale, soit une domiciliation, souvent secondaire, en zone rurale. Donc, en prenant la nouvelle évaluation de l'INSEE qui a été faite, hein, ils ont changé un petit peu pour mieux restituer la diversité des campagnes. Donc aujourd'hui, l'INSEE nous dit 33% de la population vit en zone rurale. Et bien, quand on prend exactement la même nomenclature, qu'on l'applique aux adresses déclarées dans la prise du permis de chasser par les 963 000 chasseurs qui ont validé leur permis de chasser pour la saison 2022-2023, eh bien, on a 77% des chasseurs qui ont leur résidence principale ou une domiciliation en zone rurale. Donc, alors ça nous surprend pas tellement, ce chiffre, mais j'aimerais vous demander quel est le chiffre qui vous a le plus surprise, puisque vous aviez déjà un petit peu des notions et conduit la première étude sur la chasse, mais là, pour cette seconde étude, quel est le chiffre qui vous a le plus surprise ?
Alors le chiffre qui m'a le plus surprise et qu'il faut encore que j'explique à la FNC, donc vous allez avoir une petite rumeur, ils me pardonneront, j'espère. En fait, c'est la surreprésentation des employés. Oui. En fait, elle n'apparaît pas directement, parce que quand vous évoquiez tout à l'heure les catégories socio-professionnelles, on a un chasseur sur 3 et soit profession un indépendant, donc ça peut être une profession, un notaire, un chirurgien dentiste, etc., une profession libérale, il peut être profession intellectuelle supérieure ou dirigeant, donc cadre supérieur d'une entreprise. Voilà, on a un chasseur sur 3. Mais souvent, on pense, qui sont les autres du coup Il y a une surreprésentation des agriculteurs. On a 10% d'agriculteurs parmi les chasseurs. Ce qui a toujours été le cas. Hein. Alors, ils étaient encore plus nombreux, oui, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux dans notre société. Et 10%, malheureusement, on serait très heureux d'avoir, je pense, encore 10% d'agriculteurs actifs ou retraités. Voilà. Dans les actifs, c'est absolument pas le cas. Donc, les agriculteurs sont surreprésentés. Et un chasseur sur 2 est en fait soit ouvrier, soit employé, soit profession intermédiaire. Profession intermédiaire, ça veut dire il va être employé ou l'infirmier, etc. Donc plein de métiers. Et quand on regarde à la loupe, en fait, parmi les employés, on a beaucoup de femmes employées. Donc quand on regarde directement la comparaison nationale, on a l'impression que vous êtes à peu près dans la moyenne. Eh bien en fait, quand on fait un travail de modélisation, ce que j'ai conduit et pas encore restitué, eh bien on se rend compte qu'en fait, si on regarde juste le taux d'employés hommes dans notre société, puisque les chasseurs sont à 97% encore des hommes, eh bien là on a une surreprésentation. Surreprésentation. Voilà, exactement. On sent aussi en filigrane de votre étude, non pas qu'il y ait des recommandations, mais quand même on sent qu'il y a un travail des chasseurs à faire vis-à-vis du monde non-chasseur. Même dans les déclarations des chasseurs, ils disent effectivement que parfois il y a des petits incidents, voilà, il y a une incompréhension. Vous, on comprend bien que dans la restitution de l'étude, vous dites qu'il y a un vrai travail à faire là, qui va être vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une base, effectivement, qui est de l'apport de la chasse aujourd'hui dans le monde actuel, qui a un ancrage fort, mais néanmoins, dans les années à venir, il va falloir qu'on progresse sur cette question-là. Oui, alors... progresser, je pense que le travail a déjà été commencé. Oui, il est engagé, mais il y a encore vraisemblablement de gros efforts à fournir. Et d'ailleurs, ça peut être un axe de travail pour la FNC. Je crois que même Thierry va peut-être faire des efforts, on ne sait jamais. Et c'est aussi l'objectif de cette étude, aussi de parler, alors les chasseurs qui regarderont l'émission se reconnaîtront, mais c'est aussi que cette émission puisse servir aux non-chasseurs. Alors je vais me permettre de présenter un petit peu qui sont les chasseurs, non pas sous l'angle de la sociodémographie, qui est souvent la question qui est posée, mais plus si vous voulez les connaître et les comprendre, que font-ils, quelles sont leurs pratiques de chasse. Donc je voudrais vous présenter très, très rapidement leur mode de chasse. Et en fait c'est un autre point qui m'a surpris, alors je ne connais pas suffisamment la chasse, donc, voilà, j'ai mené également un certain nombre d'entretiens en fait, avec des parties prenantes. Je ne connaissais pas la chasse aux chiens courants. Enfin voilà, j'ai découvert alors un monde incroyable. Donc si on regarde les grands modes de chasse, vous avez 98% des chasseurs qui chassent à tir, 2% de chasse à l'arc, 5% de vénerie, et vous en parlerez tout à l'heure. Je parle de chasseurs qui au cours de l'année chassent régulièrement, habituellement, ce mode de chasse, pratiquent habituellement ce mode de chasse. Donc 5% de vénerie, 1% la chasse au vol, et puis sur les dernières années, puisque vous savez qu'il y a eu des interdictions de chasser concernant les chasses traditionnelles, quand on regarde la période 2018-2022, donc sur plusieurs années, on a 8% de chasseurs qui disent qu'au cours de cette période, ils ont été un chasseur régulier de chasse traditionnelle. Ils ont pratiqué de façon régulière la chasse traditionnelle. Alors quand chasse-t-on? Puisque là, c'est aussi une des grandes questions. C'est une indication que vous avez ici. On a restitué à la fois le nombre de chasses. Un chasseur à tir sort à peu près 44 fois dans l'année. Un chasseur à l'arc va sortir une vingtaine de fois. Dans la chasse à tir, le mode de chasse le plus fréquent, c'est quand même la battue. 20 battues par chasseur, pas toujours sur son territoire principal d'appartenance, il peut être évidemment invité. La chasse à tir, on va être sur la chasse à l'approche, qui est majoritaire, ou l'affût. Et quand on interroge des sociétés de chasse sur les jours de battue, qui sont les jours où la tension peut être, où le besoin de sécurité est plus fort avec les autres utilisateurs de la nature, on se rend compte qu'en moyenne, en France, les sociétés de chasse organisent 21 battues par saison. Ces battues, on ne chasse jamais sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une partie du territoire de la société de chasse qui va être chassée 21 fois par an. Et justement, on se rend compte qu'il s'agit de 8 samedis par an, 8 dimanches
par an. Et puis qu'il y a un certain nombre de jours, les sociétés de chasse prennent de plus en plus des jours, identifient des jours non chassés au cours de la semaine. Évidemment un petit peu moins le week-end, puisque c'est le moment où les chasseurs sont disponibles. Et ça évoque effectivement autour de cela, ce que vous évoquiez, le retour des chasseurs, quel est-il? En fait, qu'il y a assez peu d'incidents, vraiment de conflits d'usage. Souvent, ils sont salués de façon cordiale ou d'un petit peu loin. De temps en temps, il y a une quinzaine de pourcents donc ça c'est la majorité en fait. Au cours de l'année, quasiment 50% et 80% nous disent tout s'est bien passé. Une quinzaine de pourcents va évoquer le fait qu'il y a eu des inquiétudes de sécurité, et donc c'est là où justement ce que vous évoquiez, pouvoir expliquer, parler. Le travail pédagogique est vraiment important. Et il y a moins de 10% des cas où il y a eu des tensions, des conflits d'usage au sens strict. Même constat du côté des sociétés de chasse qui évoquent régulièrement ou assez régulièrement des conflits d'usage dans 15% de leurs sociétés de chasse. Donc c'est déjà beaucoup si on regarde ce côté. Mais finalement, par rapport à ce qui en ressort médiatiquement, c'est peu. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, vous parliez de la bataille médiatique, et en fait, on parle toujours des trains qui sont en retard et jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Et on parle toujours des incidents et de ce qui se passe mal et des sujets de conflit avec la chasse. En fait, on voit par les chiffres que tout se passe bien la grande majorité du temps. Voilà. Dans l'expérience concrète de l'action de chasse, tout se passe bien. Relativement bien. J'ai évoqué 10% de cas où ça se passait moins bien. Voilà, quelques incidents. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, je reste sur les faits, les chasseurs et les sociétés de chasse ont vraiment accentué, on le voit, on a posé des questions sur les 5 dernières années, ont accentué les consignes de sécurité, le port des vêtements fluorescents, etc. La signalisation des chasses en cours, etc. Tout ça s'est accentué et on voit bien par les chiffres de l'OFB que la baisse des accidents de chasse se poursuit. Donc là-dessus, restez vigilants, actifs, mais effectivement, l'ensemble des acteurs, individuellement, sociétés de chasse, fédération nationale, départementale, nationale, tout le monde a travaillé, l'OFB, bien sûr, l'État a été en appui sur les formations à la sécurité. Ça avance, les choses vont bien. En revanche, si vous demandez aux chasseurs est-ce qu'il est facile de parler de la chasse à toutes les occasions, là vous aurez un regard un petit peu différent, plus nuancé, parce que le sujet reste clivant. Et notamment, la moitié des chasseurs nous disent que ils sont à la fois très fiers d'en parler, mais qu'ils évitent ce sujet, par exemple, dans la sphère professionnelle, parce que trop clivant. Ça devient difficile. Alors, il y a un dernier chiffre dont j'aimerais bien parler. Je vous entendais en parler juste avant l'émission. C'est le nombre de 800 000 chasseurs bénévoles. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est énorme. Donc, expliquez-nous un petit peu ce chiffre. Oui. Alors, pour la régie, on va devoir passer par une petite étape intermédiaire qui était de savoir quels sont les gibiers chassés. D'accord. Parce que c'est intéressant, je pense aussi, de réaliser que cette sécurité, baisse des accidents, elle intervient en 20 ans, donc moins 80% des accidents. Elle intervient dans le même temps, en 20 ans, chiffres de l'OFB, qui sont des chiffres extérieurs, avec une plus 50% d'animaux de grand gibier chassés, tués au tableau. Donc c'est quand même super intéressant. Donc on a, parmi le gibier, eh bien, vous voyez, on a 650 000 chasseurs qui tirent régulièrement du sanglier. On en a 600 000 qui tirent régulièrement du chevreuil, qui sont les deux espèces qui aujourd'hui sont en démographie galopante et à maîtriser pour trouver un équilibre agro-sylvo-cynégétique. Les petits gibiers de plaine, je vous laisse découvrir les chiffres, je ne vais pas revenir sur chaque point, vous l'aurez dans le détail, dans le rapport aussi. Et en fait, ce qui est intéressant autour de cela, c'est la question, qu'est-ce que la chasse? Votre question de départ. La chasse n'est pas un loisir à proprement parler. La chasse, c'est une activité de prélèvement et le chasseur aujourd'hui, 90% du tableau est distribué au chasseur et est mangé par le chasseur. Donc ça, c'est quand même très important pour comprendre ce qu'est la chasse. La chasse, c'est aussi une activité nourricière dont le chasseur bénéficie pour la nourriture de son foyer ou pour la partager avec des amis, ce qui est la destination du tableau de chasse, y compris l'offrir. Elle n'est commercialisée qu'à 6%, c'est un vrai sujet face à l'augmentation des populations animales, et y compris l'offrir en don caritatif. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, en tout cas pour moi qui suis citoyenne, de découvrir la difficulté. Alors ça peut être une autre découverte que j'ai faite. Effectivement, les réglementations sont telles que vous ne pouvez pas offrir aujourd'hui quasiment de viande de gibier à toutes ces associations qui ont besoin. Il y a un travail qui est en cours là-dessus. Et il y a un travail en cours sur ce point. Alors, sur votre autre question. Les 800 000 bénévoles. Effectivement, tout au long de l'année, en fait, ils agissent, ils mènent un certain nombre d'actions.
800 000 chasseurs, donc 87% des chasseurs réalisent ce type d'action que je vais vous préciser. Des actions au bénéfice, en fait c'est du bénévolat, hein, puisque ça sert l'intérêt collectif. L'intérêt collectif de qui? À la fois des chasseurs, puisqu'une partie des chasseurs travaille par exemple à l'entretien des miradors, du territoire de chasse, pour faire en sorte qu'ils puissent être aisément chassés. Mais ce faisant, notamment par exemple par l'entretien des chemins, cet entretien des chemins qui bénéficie aux chasseurs bénéficie aussi aux autres usagers. Ça, c'est typiquement un des résultats. On avait fait une étude, une enquête auprès des non-chasseurs de l'ensemble de la société pour savoir si le fait que les chemins soient dégagés, carrossables pour la poussette, etc., était quelque chose d'important. Et on avait pu évaluer techniquement la valorisation que font les non-chasseurs de cet entretien des sentiers. Et là, on a 430 000 chasseurs qui entretiennent les sentiers au moins 4 jours par an. Donc 800 000 chasseurs qui ont des actions bénévoles sur le territoire de chasse pour eux-mêmes ou pour d'autres usagers, qui font du suivi de population animale, qui ont un certain nombre d'actions pour les milieux, d'entretien des zones humides, etc. Donc là, on a 8 jours par semaine rendus de temps dédié aux espèces et à leur suivi ou aux milieux, et également des services d'animation socioculturelle ou rendus à la commune. Et là aussi, c'est au moins 2 jours par chasseur. Ça signifie qu'en fait, en moyenne, et en ne faisant qu'une moyenne, 800 000 chasseurs donnent à notre collectivité, à différents niveaux, 27 jours de temps libre par an par chasseur. Quasiment un mois, 800 000 chasseurs consacrent quasiment un mois de bénévolat à la communauté, on va dire, à la collectivité. Donc c'est effectivement colossal, 173 millions d'heures par an. Et en fait, la moitié de ce bénévolat n'est pas directement utile au sens utilitariste pour l'action de chasse. Elle est plus largement pour l'ensemble de la nature et des territoires ruraux et de leurs usagers. C'est ce qui montre que c'est un mode de vie. La chasse, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que si c'était juste le prélèvement, ce serait effectivement la pratique de la chasse, le temps de chasse. Mais on y consacre du temps parce qu'on est dans un lieu, dans un terroir, on est dans la campagne où on vit, où on travaille, où on y vient pour le week-end, et ça devient un vrai mode de vie qui dépasse la simple pratique. Et c'est un peu aussi ça notre force. C'est d'être de vrais écologistes parce qu'on aime aménager notre lieu de vie. C'est un peu égoïste, mais c'est la réalité. Et on peut mettre en rapport 44 sorties, ce ne sont pas forcément des sorties d'une journée. Ça peut être des sorties de quelques heures quand on est à proximité. Donc, même en majorant 44 en jours, à côté, on a 27 jours de bénévolat que là, on a évalué demi-journée par demi-journée. Donc, c'est vraiment très important. Il y a une complémentarité en plus entre l'action des chasseurs, celle des sociétés de chasse, qui est également importante, et celle, alors bien sûr, elle s'appuie sur les chasseurs, mais elle structure en fait l'action. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc, on a par exemple 2/3 des sociétés de chasse qui sont sollicitées par les collectivités territoriales, les communes, pour les aider, soit pour du tir de nuisibles, soit pour organiser une fête communale. Donc c'est 20 000 sociétés de chasse qui aident les communes. Je veux dire, il y a une vie dans ces communes aussi grâce à la chasse. Et c'est 80% des fédérations départementales qui, là aussi, sont sollicitées au cours de l'année par les collectivités territoriales. Et ce qui est important, et en fait ça c'est ma grande découverte, la plus grande elle est là, quand vous regardez par âge, vous dites, c'est les retraités qui vont rendre ces 27 jours. Eh bien, vous n'avez quasiment aucune différence entre les moins de 25 ans, les moins de 35, les actifs et les retraités en termes de temps dans l'intensité du bénévolat. Et ça, c'est honnêtement, j'ai refait une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit, c'est pas possible. C'est très très rare qu'on obtienne ce genre de choses. Et alors là, c'est quand même assez bluffant. Et alors, ce qui est intéressant, et on pourrait presque prendre un recul, je dirais, sociologique ou citoyen, c'est on a des explosions de violence, certains cherchent un sens à leur vie. Et en fait, ce que l'on peut se dire quand on voit l'intégration en fait, intergénérationnelle, interprofessionnelle, la fréquence de la rencontre, qui est soit une action de chasse, soit une action de service, apprendre le sens du service collectif, qui n'est pas pour soi, qui est pour autrui. Eh bien, en fait, les chasseurs aujourd'hui sont un peu à la Noiriel, un creuset d'intégration. Les jeunes, quand ils ont fini le boulot, ils viennent, ils trouvent une existence dans un groupe de chasse, et ils sont quelqu'un, ils sont sollicités. Voilà. Et donc, ça a une fonction d'intégration sociale qui est assez incroyable, effectivement, de découvrir, et une force économique. Là, je vais aller très très vite.
4 milliards de dépenses, ce qui génère dans l'économie 3,6 milliards d'effets richesse, de PIB, et 37 400 emplois liés à la chasse. C'est donc aussi une formidable force économique, une contribution à l'économie et à la richesse de notre pays. Pourquoi être chasseur ? Ce qui est intéressant en fait aujourd'hui, c'est juste 2 points clés à avoir. C'est qu'effectivement, quand on est sociologue, on se rend compte que les motivations du chasseur qui vont être affichées juste à côté, que ce soit dans son top 3 ou dans le 4, correspondent exactement à un certain nombre d'attentes sociales du moment. La naturalité, le contact avec la nature. La connexion avec la nature. Voilà, le fait de pouvoir manger sain, bio, circuit court, donc ça c'est la venaison, mais aussi le fait de pouvoir prendre soin de la nature. Et un certain nombre de chasseurs, c'est l'une des motivations notamment, l'un des chemins qui permet de venir à la chasse, c'est pour prendre soin de la nature. Et c'est la dernière diapo, comment vient-on à devenir chasseur ? À la fois par la famille, oui, mais aussi par ce souci d'une culture rurale, 30% par besoin de nature post-Covid, mais aussi parce que à 25%, je souhaite prendre soin de la nature. Alors certains vous décrient, très clairement disent que ce n'est pas la bonne manière, mais en tout cas, voilà, les chasseurs disent, nous, c'est aussi une manière dont on a besoin. Il faut bien des gens pour tirer les nuisibles, par exemple. Il faut bien permettre l'équilibre agro-silvo-cynégétique. Et c'est ça ce que l'on retrouve parmi les chasseurs. Et c'est une motivation de plus en plus forte parmi les jeunes chasseurs et parmi les chasseurs récents. Et c'est ce qui explique ce par quoi nous avons commencé, donc la boucle est bouclée. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien parce que c'est génial parce qu'on se doutait un peu pour connaître au quotidien les chasseurs qu'effectivement, il y avait des chiffres comme ça qui pouvaient ressortir, mais enfin les avoir analysés et décryptés, c'est hyper intéressant. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on peut retrouver l'étude sur le site de la Fédération nationale des chasseurs, chasseurdefrance.com, sur le site du chasseur français, lechasseurfrançais.com.